rien du tout. Moi, quand j'étais plus jeune, je crois que j'aurais voulu être blanche, honnêtement, et c'est horrible de dire ça, vraiment. Je sais pas. Mais t'as raison. Mais Tu grandis sans arrière-pensée, sans filtre, etc. Ouais. Mais c'est la première fois que tu es face au racisme que tu te rends compte, mince, je suis différent d'eux. Ou il y a quelque chose en moi qui fait la différence. Nous, avec les voix que nous portons à travers les podcasts, les réseaux sociaux, etc., il faut le dire, probablement les gens qui sont là-bas, qui pour la plupart ont étudié dans les pays occidentaux, vont avoir cette conscience-là. Et aussi la jeunesse africaine qui est montante aujourd'hui, on le voit à travers les mouvements panafricains, les mouvements, etc. Des jeunes, on voit de plus en plus des voix qui portent. Donc moi, je suis convaincu que cette légitimité-là, on l'aura un jour ou l'autre. Donc, bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial. Bon, aujourd'hui, on suit un peu la série, mais l'épisode d'aujourd'hui, il est très spécial. On va le consacrer au mois de l'histoire des Noirs. Donc, l'événement vient de passer, mais on est en plein dedans. Voilà, ça veut dire qu'il faut faire vivre l'histoire tout au long de l'année. Donc, on va commencer par cet épisode spécial. Donc, cette célébration, on la célèbre tous les ans, surtout en Amérique du Nord. À côté Europe, c'est connu, mais pas complètement. Donc, c'est plus célébré ici en Amérique du Nord. Donc, on va en parler aujourd'hui. On va voir les origines, d'où ça vient, pourquoi ce mois il est si important. On va aussi voir les critiques qui sont aussi faites autour de ça. Et on va partager nos réflexions sur ce que nous on en pense et sur comment on le voit. Donc, je vais laisser la parole à mes invités. Je vais les laisser se présenter chacun à son tour. Donc, qui veut commencer? On donne la parole à l'homme. Ou c'est l'homme? Moi qui suis en minorité ici. Voilà. Ben, bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Moi je suis Destin Mortina et je ne sais pas comment tu m'aimerais qu'on se présente. Est-ce qu'on doit donner notre pédigré ou je ne sais pas. Tu mets du prénom, d'où tu vis, ce que tu fais dans la vie, ok, parfait. Quelle origine. Moi je suis originaire notamment du Congo-Brazzaville et de l'Angola, de mes deux parents. Et puis d'où je viens d'Europe, principalement de France. Et je suis arrivé ici en 2012. Et depuis, j'essaie de m'intégrer tant que bien que possible. J'ai fait de la consultation en informatique. Aujourd'hui, je travaille pour une banque de la place. Et puis, je fais particulièrement la cybersécurité. D'accord. Voilà. Ok, super, intéressant. Ok, donc bonjour à tous. Moi, c'est Fabi. Je suis d'origine guinéenne. J'ai également vécu en France. Je suis au Canada depuis 2011, donc un peu avant toi. Et depuis quelques années maintenant, je travaille également en informatique, enfin plutôt dans les données, en intelligence d'affaires en l'occurrence. Donc, c'est ça. Moi, je ne présente plus là. Bon, L'habitude. c'est une habituée, elle va devenir ma co-host. Donc, mais présente-toi quand Je même. l'ai dit pour ça alors. Voilà, il n'y a pas de souci. Priscilla, je suis là depuis 2022. Je travaille en tant qu'agent de recherche au centre de recherche du CHUM en toxicomanie. Voilà. Et tu es de quelle origine, Priscilla? Ah, je suis congolaise de Kinshasa et je suis fière. Et avant de venir au Canada, tu étais où, Priscilla? J'étais en France où il y avait plus de Congolais qu'ici. C'est sûr. T'es sûr de ça? Oui. Non, il y en a beaucoup aussi ici. Hein. Moi, tu sais que j'en vois pas. C'est parce que tu cherches pas. J'en veux pas. Allez, j'en veux pas. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour les présentations. Là, le sujet d'aujourd'hui, je vais poser une petite question assez simple. Que vous évoque, quand je vous dis mois de l'histoire des Noirs, Black History Month, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je dirais que je pense que j'ai connu ce terme-là il n'y a pas si longtemps. Il n'y a vraiment pas si longtemps. Même si tu es là depuis 2011. Malgré que je sois là depuis 2011. Wow. Avant, j'étais venue, j'avais 18 ans, donc j'étais jeune à l'époque en tant que telle. Et j'ai étudié, même si je suis toujours entourée de beaucoup de Noirs autour de moi, ce terme-là, il est vraiment nouveau. Et quand je dis nouveau, c'est peut-être les 5 dernières années, à peu près. Ok. À peu près. Est-ce que tu penses que ça existait avant ou c'était Oui. juste pas... Je pense que c'est sûr que ça existait avant, mais moi, honnêtement, et dans mon entourage, non, je n'ai jamais entendu parler de ce terme-là et de ce mois-là, en l'occurrence. Donc, je pense que c'est assez nouveau pour moi. Ouais. Ok. Moi, je le sais depuis quelques années déjà. Okay. Je pense que ça fait un peu plus de 5 ans. Je m'explique pourquoi. Parce que je regarde beaucoup la NBA. Et les joueurs de la NBA, depuis quelques années, je dirais peut-être entre 8 et 5 ans, entre 5 et 8 ans, je dirais,
ils célèbrent régulièrement chaque année, courant le mois de février, notamment le mois des Noirs. Ok. Et par contre, au Canada, j'ai commencé à voir le mouvement naître dans les entreprises récemment, dans les 2 dernières, 3 Dès qu'on a commencé à parler d'inclusion, à ce moment-là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Exact. Parce que bien avant ça, personne n'en parlait. La seule chose dont on parlait, c'était souvent... il y avait l'inclusion dans les entreprises, mais c'était beaucoup plus sur l'identité. Exact. L'identité notamment des, comme on appelle ça ici régulièrement, des minorités visibles. Ouais. Mais vraiment, le mois des Noirs commence à être vraiment célébré au Canada dans les 3 dernières années. Je dirais certainement dans le secteur dans lequel je travaille. Peut-être d'autres entreprises le faisaient déjà, mais... Ok. Don't mind, guys, je coupe mon jeûne. Voilà, merci. Ne tombe pas. Donc voilà. Ok. Et toi, Priscilla? Moi, c'est mitigé parce que vu que je viens de France et que c'est récent, c'est pas quelque chose qui est mis en valeur. Même si on nous parle des minorités visibles, c'est pas, tu sais, tout de suite quand tu mets une communauté en avant, tout de suite on va parler de ces communautaires. Donc souvent, et en plus en France, excusez-moi les Français, on est plus dans l'assimilation que l'intégration. Donc souvent on aime se fondre. Donc il n'y a pas ce côté où moi des Noirs, moi en tout cas peut-être que ça existait, mais moi je ne l'ai jamais vraiment prêté attention ou entendu. Donc de venir ici, oui c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent. Après, j'ai pas envie d'anticiper le pas sur tes prochaines questions, mais je trouve ça... je sais pas. Ok. Moi aussi, c'est un terme qui est un peu nouveau aussi pour moi, franchement. J'aimerais poser une question. Dis-moi. Tu travailles pour le CHUM. C'est ça. Tout à l'heure, tu disais que toi, au niveau de l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu remarques, ils en parlent un peu plus du mois des Noirs. Ok, d'accord. Moi, je travaille dans une PME, by the way. Je pense que ça n'existe pas, ces termes-là. Sérieux? Ok. Ouais, honnêtement. Alors que nous, ok. on a même carrément eu un article, on a eu une Ok. conférence. Ok. Nous, Ouais. c'est une PME québécoise, vraiment québécoise. Peut-être que... Mais, ok. Mais ça peut s'expliquer parce que tu viens d'aborder un point important. On s'entend que les organisations qui sont notamment au Canada, on est vraiment dans le contexte canadien, les organisations canadiennes qui répondent notamment aux lois fédérales, certainement doivent Ouais. l'implémenter notamment dans leurs organisations. Peut-être qu'une petite PME québécoise, dans un contexte provincial, est moins exposée à ce type de truc. Et là, ça pourrait s'expliquer. Mais là encore, je prends des pincettes en disant ça. Toi, est-ce qu'il y a beaucoup de Noirs déjà dans ton entreprise? Non, on les compte. Ok, parce On que les moi, compte. boss, c'est une Ivoirienne. Ok, Donc d'accord. déjà, Ok, exactement. c'est pas le même tableau. Ok, non. On nous compte. On nous compte. Ok. En tout cas, c'est intéressant ce que vous dites parce que je vais revenir là-dessus, tout ça, tout ce niveau fédéral, pas fédéral et tout. En tout cas, moi, c'est un terme aussi qui est nouveau pour moi, carrément. Même avant de faire cet épisode, je me suis posé la question, est-ce qu'on est assez légitime? Est-ce que je suis légitime à faire Est-ce que je me reconnais dans ce mois de l'histoire des Noirs? C'était une question qui me titillait un peu. Je me suis dit, bon, on va en parler. Maintenant, on vit en Amérique du Nord. C'est célébré ici. C'est vrai que un peu partout, on est beaucoup influencé par la culture américaine. C'est beaucoup célébré aux États-Unis, c'est vraiment leur truc à eux. Mais effectivement, ce mois-là, moi en tant qu'Africaine et Européenne, je me vois pas dedans. Parce que quand on parle du mois de l'histoire de Nord, on parle beaucoup des figures américaines, afro-américaines, vraiment avec les droits civiques et tout. Donc bon, c'est un truc dans lequel vu que j'ai pas vécu l'histoire et que je vis pas là-bas, je me sens... Je suis totalement d'accord. Mais je soutiens complètement, bien évidemment. Et franchement, pour la petite histoire, le mois de l'histoire des Noirs, ça existe depuis 1926 aux États-Unis. Ok. C'est écrit. Donc avant, c'était réduit à une seule semaine. Et après, vers la fin des années 1970, là, ils ont appliqué ça un mois entier. Mais au Canada, c'est célébré depuis 1995. Et ça a été reconnu par le gouvernement fédéral qu'en 2008. Oh, donc c'est pour ça que c'est aussi récent. Voilà. Ok, Parce que là, ça fait du sens. Que moi, 2011, 2012. exactement, ça fait du sens. Qui est pas très longtemps. On peut comprendre maintenant pourquoi ça prend du temps à être implémenté, parce bien que sûr. Exact. ça reste quand même Ça quelque reste quand chose même- qui n'est pas, Voilà, Vraiment. qui est exactement. pas vieux, Ok. comme aux États-Unis. Exactement. Donc, vraiment, c'est très récent aussi au Canada parce que 2008, c'était vraiment... C'est hier, quoi. Voilà, donc, de ce que tu disais par rapport à Ouais. ton entreprise, je pense que... Hier, ça fait quand même bientôt, on dirait,
15, 20, 17 ans quand même. Oui, mais quand je dis ça, c'est dans le sens où tu sais comment Voilà. les choses... Ouais. Exactement. Quand ça fait 100 ans, tu dis, Exact. Voilà, Ouais. c'est dans ce sens-là. Non, ouais. 15 ans, Ouais. c'est rien. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça fait 101 ans quasiment, Tu c'est un vois? siècle. Ouais. C'est vrai que Il y a eu on le voit temps tout de de- suite la différence. La différence. ouais. Et c'est aussi célébré. J'ai l'impression que c'est un truc de pays anglophone. Oui. C'est aussi célébré en Angleterre aussi. Ok. Depuis Ah ouais. pareil, 1985, un truc comme ça. C'est je crois, un historien ghanéen, Ok. Adé Sebo. Je sais pas Adé si Sebo. vous connaissez. Voilà. Ouais. Qu'il a mis en place, qui a fait une lutte et tout pour que ça soit reconnu, qu'il a ramené et tout. Au niveau public. Au niveau public et c'est Exact. reconnu et tout au Royaume-Uni. Hein. Vraiment, c'est célébré au mois d'octobre. Ok. Et Ok. ils ont mis ça au mois d'octobre pour. C'était quoi un peu le but? C'était pour que ça coïncide avec la rentrée scolaire des enfants. Ok. Enfin, la rentrée scolaire et aussi apparemment, c'est le mois des récoltes africaines aussi. Ah, ok. Donc, c'est pas le même mois qu'ici? C'est pas le même mois Non. qu'ici. Mais Intéressant. tu Au vois Royaume-Uni, ce que c'est tu en dis, octobre. c'est marrant parce que en France, il y a eu un débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une période où il y a eu un débat où on se demandait si le mois de février Oui. était légitime pour notamment le mois des Noirs en Mhm. France notamment. Ok. Et je sais qu'il y a eu un débat, il y en a qui proposaient octobre, Mhm. il y en a qui proposaient février, mais finalement c'est parti à février. Pourquoi? Parce que ça coïncide notamment avec l'abolition de l'esclavage qui a été ramenée par Napoléon Mhm. pour la première fois. Mais on sait Ok. qu'il a ramené, il a aboli, il a réintégré par la suite. Mhm. Après, je ne sais pas comment ça arrivait, il a encore réaboli à nouveau. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a créé pas mal de débats. Mhm. Mais il y a une histoire, parce que tout à l'heure, on disait pourquoi février, pourquoi aux États-Unis, c'est célébré en février, ici au Canada, c'est février. Mhm. En France, ça semble être le mois de février, si je ne me trompe pas, ou Ouais. peut-être même mai aussi. Je crois qu'il y avait 2 En mois de date. France, il n'y a pas vraiment de reconnaissance Ouais. officielle. Officielle. Côté, en tout cas, Europe, à part le Royaume-Uni, bon, enfin, il n'y a pas de reconnaissance officielle. Que ce soit en Allemagne, il y a des initiatives qui sont célébrées de façon indépendante et tout. Il n'y a pas de reconnaissance officielle. Même la France, apparemment, il y avait un débat sur est-ce que ça va être reconnu ou pas. Mais vous connaissez le pays, là, on aime beaucoup les débats, donc bon, ça n'a rien Ils sont encore donné. dedans. Ils sont encore dans le Oui, débat. ils sont encore... Voilà. C'est ça, exact. Ils sont encore dans le débat, donc ça n'a pas abouti, donc c'est pas reconnu en France. En Europe, c'est pas un terme qui est, voilà quoi. Il y a peut-être des initiatives, des associations et tout qui font des événements ce mois-là, mais même moi je me posais la question, pourquoi en février? Déjà, on nous accorde le mois le plus court de l'année. Moi, je suis pas S'il d'accord. te plaît, je suis née en février, guys. Est-ce qu'on peut respecter le mois de février? J'espère D'accord. que tu n'es pas né le 29. Non, mais ça reste le meilleur mois de l'année, je précise. Ok, bref. Non, C'est pour ça qu'elle est de ton tête. c'est ça. Non, mais je me posais la question, et franchement, pendant les recherches, parce que je me suis. Moi, je vous ai dit, ça là, c'était nouveau pour moi, donc j'ai fait des recherches, je me suis Ouais, instruite et tout sur ça. Et apparemment, pourquoi c'est en février? C'est pas parce que c'est le mois le plus court de l'année. Apparemment, ils voulaient coïncider ça avec l'anniversaire de Abraham Lincoln et comment il s'appelle là, Frédéric Douglass. Frédéric. Ah, ok. Vu qu'ils sont tous les deux nés en février, donc vu que Abraham Lincoln là, c'était l'un des Exactement. celui qui a aboli l'esclavage aux États-Unis là, et Ouais. Frédéric Douglass est une des grandes figures du mouvement des droits civiques, donc Droit voilà civique noir. noir. Exactement, noir. Donc voilà pourquoi ça a été établi en tout cas au mois de février. Parce que Il y a moi, aussi la mort de Malcolm X aussi, tu sais, qui rassemble tout ça aussi. Lui aussi, il est né en février. ok, Donc ça coïncidait tu sais, parfaitement comme ouais, moi. c'est ça. Donc c'est pour Comme ça moi, qu'ils ont Et à toi aussi. décidé- Donc, Et moi également. Voilà, il y a Fadi aussi. Voilà. Voilà. Peut-être noter aussi le fait que, parce que peut-être les gens peuvent se poser la question, quel est le lien entre Frédéric Douglass et Abraham Lincoln? Mhm. Il y a un grand lien parce que Abraham Lincoln, plutôt Frédéric Douglass, a été le conseiller d'Abraham Lincoln. Ok, Ok. d'accord. Donc, le fait qu'il ait été conseiller d'Abraham Lincoln, certainement, étant donné qu'il avait écrit des récits, plutôt des ouvrages qui notamment parlaient des droits civiques Mhm. des Noirs, ça a fait que ça a influencé également Abraham Lincoln dans le choix de dire on abolissait l'esclavage, Mhm. comme c'est arrivé notamment en 1926. Mhm, ok. Donc ça a été peut-être aussi Ok. comment on appelle ça, une pierre à Une l'édifice. pierre à l'édifice. Ouais, Voilà. ça jouait. Ça quoi. fait du Donc, sens, ouais. Exact. ouais, donc voilà à peu près quand tu vois l'histoire, c'est pas parce que bon, au début moi j'avais un peu le samedi, je me disais pourquoi le mois le plus court de l'année, mais apparemment il y a une explication derrière. Mm. Pour moi même ça devrait même pas être limité à un mois, mais on va revenir à ça. Ma première question est la suivante. Quand est-ce que vous avez remarqué que l'histoire des Noirs était un peu
oubliés, été marginalisés ou boycottés, voilà. Quand est-ce que vous avez pris conscience de ça, en fait, vous? C'est fort, ça. Ouais, c'est fort. Hein. Moi, je veux dire un truc, et je pense que ceux qui nous écoutent, pour la plupart, savent un peu déjà d'où vient... En fait, pourquoi ça a été boycotté? Parce qu'on le sait, c'est dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ça, il faut pas l'oublier. Ça, c'est un premier point pour se dire, faut pas non plus qu'on ait l'impression que il y a quelqu'un derrière, ou plutôt il y a une domination qui est naturellement, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Noirs, qui pensent véritablement qu'il y a comme une hiérarchie qui existe dans le monde. C'est-à-dire, il y a des Blancs, on a des Occidentaux, je m'excuse, il y a des Occidentaux, après, il y a probablement des, comment on appelle ça, des Arabes, où les Noirs sont derniers. Très souvent, on nous met souvent dernier. Moi, je crois que c'est totalement faux, ce genre de pensée. Faut sortir de ce patron-là. Ce qu'il faut faire, c'est premièrement savoir d'où je viens et d'où on vient. Pour répondre à la question, moi, là où je me suis réellement rendu compte que l'histoire des Noirs a été boycottée, changée, modifiée à plusieurs reprises, c'est premièrement à travers les écrits religieux, deuxièmement à travers les recherches de Cheikh Anta Diop, avec la découverte notamment du carbone 14, dans lequel il a découvert d'où venait le premier homme, notamment d'où venait le premier homme, mais surtout, avant tout, l'histoire de l'Égypte. Parce qu'on sait qu'il était égyptologue. Donc, quand il nous a fait savoir que l'histoire de l'Égypte, et qu'en Égypte, lorsque l'Égypte était la grande Égypte antique, l'Égypte, la première puissance mondiale, ce n'était pas l'idée qu'on nous renvoyait à la télé de l'histoire d'Égypte blanc, clair de peau. Les Égyptiens ont toujours été noirs. Donc, notamment les Kémites, les peuples Kémites. Donc, à travers ça, j'ai tout de suite compris que l'histoire qu'on nous racontait dans les écoles occidentales, c'était dans le but de faire un lavage de cerveau et de nous déraciner clairement. C'est comme ça que j'avais compris, à ce moment-là, j'ai compris que l'histoire... Et j'ai commencé justement à travers ça, à essayer de comprendre d'où je venais et quelle était ma véritable identité. Wow, c'est fort. Franchement, moi, pour répondre à la question, je crois que la première fois où on a parlé d'esclavage en classe... C'était quand ça? Ouf, ça remonte. Hein. Ouais, je crois que fin primaire, début collège. C'est au collège. Donc c'est autour de 12 ans à peu près pour que... Ouais, c'est ça, autour de 12 ans. Là maintenant, ça me revient, mais dans mon cerveau de jeune qui comprend rien, à 12 ans, à 13 ans, là, je n'avais pas conscience des choses. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on nous enseigne en fait concrètement? Parce que c'est comme si on nous disait que l'Afrique existait qu'à partir du moment où les colons sont arrivés. Genre, avant l'esclavage, il n'y a pas d'histoire derrière. C'est eux qui ont découvert l'Afrique, en fait. Voilà. Ils nous ont découvert, limite, ils ont découvert les Noirs. Ils ont découvert sur la Terre, il existait des Noirs. Il y a des Noirs. Donc, en fait, je me suis dit, ah ouais. Et comme tu as dit tout à l'heure, l'histoire, elle est vraiment racontée par les vainqueurs. Et vu qu'on vit, effectivement, maintenant, on a nos vies un peu en Occident, partout, et on vit chez les vainqueurs, en fait, je t'ai dit, ah oui, du coup, moi, en tant que Noir, waouh. Donc, mes ancêtres et tout, l'histoire de mes ancêtres qu'on me raconte à l'école, j'ai l'impression qu'on les a découverts qu'au moment de l'esclavage. L'Afrique existait qu'à partir de l'esclavage. Exact. C'est encore plus choquant, moi, je dirais, parce que, regardez, très jeune, quand on arrive à l'école occidentale, on vous dit vos aïeux sont des Gaulois. Oui. On ne parle même pas des Noirs, on ne parle pas des découvertes qui ont été faites, notamment à travers de cette histoire qu'on a tous appris très jeune en Afrique, l'Afrique berceau de l'humanité, où on a dit les premiers ossements de l'homme Homo sapiens ont été découverts notamment quelque part au Kenya ou en Afrique ou en Éthiopie, etc. Ça n'a jamais été énuméré nulle part dans les bouquins occidentaux de l'enseignement de l'éducation nationale occidentale. Donc, ce qui fait que à ce moment-là, tu te poses la question, tu regardes les Gaulois, pour ceux qui ont suivi notamment les films, notamment de Astérix, Obélix, ou simplement les bandes dessinées. Quand tu regardes les Gaulois, tu dis, mais je ne me reconnais pas en ces gens-là. Moi, j'ai des cheveux crépus, j'ai des yeux marrons, j'ai de la mélamine. D'où ces gars-là sont mes aïeux. Mais tu vois, c'est ça que quand je disais tout à l'heure, la France, c'est plutôt une politique d'assimilation.
Parce que on raconte l'histoire de la France dans le sens où vous êtes tous inclus dedans. Comme tu as dit, nos aïeux, les Gaulois. Ça veut dire, on ne se dit pas, peut-être que toi tu viens de tel truc, asiatique. Non, c'est que comme vous êtes ici, à partir d'aujourd'hui, votre histoire, c'est la France. Vous n'avez plus d'identité, vous n'avez plus rien du tout en fait. Et quand on regarde notamment les manuels de l'éducation nationale, moi je m'en souviens, mes enfants quand ils allaient à l'école encore, on était encore en France à ce moment-là, je parle des années entre 2009 et 2011, à ce moment-là, je m'en souviens encore, quand on leur parlait de l'Afrique, c'était l'histoire des continents, les voyages des continents, on leur parlait des continents, la seule chose qu'on leur montrait de l'Afrique, c'était des images des gens avec des cache-sexes et des cabanes. Des huttes, ce genre exact. de choses. Ouais. À tel point que mon fils était tellement choqué qu'il est venu me voir, il s'est dit, mais comment est-ce que tu as vécu des animaux, des trucs comme ça? Et là, je lui dis, mais non, pas du tout. Et ce que j'ai fait pour lui montrer justement, parce que très souvent, les images parlent mieux que les mots, je l'ai amené justement sur YouTube qui existait déjà à ce moment-là, je lui ai montré l'Afrique en images, et je lui ai dit, ben tiens, bonne chose, on appelle papy. Heureusement qu'on avait encore déjà les télécommunications, les téléphones portables, etc. Donc, il a parlé avec son papy, qui, lui, à ce moment-là, était en Afrique. Il a dit, non, j'ai pas l'air d'habiter dans des huttes. Non, j'habite dans des maisons en dur depuis fort longtemps, très jeune déjà. Donc, déjà là, ça venait briser cette image qu'il avait reçue malheureusement, qui était une image probablement un peu réducteur. Ouais, bien sûr. Et toi, Fabi, pour la... En fait, c'est une question que je ne sais pas si j'ai une réponse là maintenant. Honnêtement, je pense qu'il faut que je réfléchisse dessus parce que je ne sais pas. Moi, je pense que c'est quand je suis devenue adulte. Enfant, je pense que je n'ai pas prêté attention. En fait, tu ne prêtes pas attention parce que tu as les parents, tu as l'innocence, mais moi, j'ai mes parents qui tout de suite, on baignait déjà dans tout ce qui était la culture africaine. Donc, je pense que j'étais un peu, décalée. Oui, je le voyais, mais je savais que c'était faux. Et c'est quand je suis devenue adulte, vraiment que je suis devenue une adulte dans la vingtaine, je pense, peut-être fin vingtaine, que c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, tout ce que je sais, je ne l'ai pas appris à l'école. C'est parce que mes parents me l'ont appris, parce que j'ai de la famille, parce que comme tu disais, maintenant, il y a les réseaux, et puis maintenant, l'Afrique, comme je le disais précédemment dans d'autres épisodes, c'est hyper trendy maintenant, les gens voyagent, les gens démontrent l'Afrique qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Et c'est là que je me suis rendu compte en me disant, mais en fait, on nous apprend du faux, en fait. Mais quand tu es encore à l'école, pour moi, c'était comme si c'était l'histoire, tu as la matière de l'histoire. Je suis là, je fais mon histoire, j'ai les Carolingiens, les Mérovingiens. Tu suis ton cours. Mais c'est parce que, d'un côté, j'avais cette culture à côté qui faisait que c'est pas que ça me dérangeait pas, mais je prêtais pas spécialement attention qu'on nous racontait du faux. C'est en grandissant que je me suis dit, mais en fait, avec du recul, mais on nous a jamais appris ça à l'école, en fait. Et honnêtement, je reviens sur ce que tu dis, parce que je suis entièrement d'accord avec toi, dans le sens où on a appris tous la même chose, on a grandi quand même en France, en l'occurrence, et on a grandi avec ce qu'ils nous ont appris, il n'y a pas de problème, c'est correct. Et moi non plus, personnellement, ça ne m'a pas forcément dérangé. Je suis consciente d'être noire, j'étais consciente de ça, mais malgré tout, je pense que c'est vraiment, comme tu dis, en étant adulte que je me suis rendu compte, en fait, de cette différence-là et de tout ce qu'ils ne nous apprennent pas, finalement. Mais même à ça, je pense que c'est un travail qui est en perte, qu'on est toujours en train de réfléchir, de réflexion, finalement. Mais c'est vrai que je pense que quand j'étais jeune, non, je pense pas que j'étais consciente de ça. Je pense que, on va dire, on subissait ça, on entendait ça, etc. Mais je pense pas que j'étais consciente de ça. Non, malgré qu'on soit entouré de noirs, peu importe, mais non, j'étais clairement pas consciente de ça. Et je pense que c'est vraiment dernièrement là, parce que je suis début trentaine, donc encore jeune, dans le sens là, et je pense que c'est vraiment dernièrement que je pense que je réalise beaucoup plus, en fait, finalement. Ouais. Non, mais moi, comme je le disais dans un précédent épisode ici, quand je dis j'avais 12 ans, 13 ans, là c'est avec mon cerveau d'adulte que j'ai réfléchi et je me dis, oui, j'avais constaté ça. Comme je l'ai dit avant, je dis, moi, avant de venir en Occident, de précision en France, je ne savais pas que j'étais noire. Parce que je ne me posais pas cette question-là. Non, c'est ça. Tu vois, exact. On m'a jamais
Même, je pense qu'en étant en Afrique, on m'a jamais dit, Cheryl, t'es noire. Je vais vous dire un secret, guys, que j'en parle pas forcément vraiment. Ok, donc moi, je suis arrivée en France. J'ai aussi grandi en Côte d'Ivoire quand j'avais 8 ans. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je pensais que... Moi, je faisais la différence entre les noirs et les blancs à l'époque. Et je pensais que les blancs étaient plus cool que les noirs. C'est horrible de dire ça, mais c'était vraiment ça. Mais c'est comme tu disais, c'est comme ça qu'on nous a inculqué. Après, tu sais, j'étais dans une école française, à l'époque quand j'étais là-bas, et j'étais entourée de blancs, par contre, vraiment beaucoup plus. Et je me disais que oui, ils étaient plus cool que nous, noirs, tu vois, en gros. Et un truc tout même, les lunettes, guys. Je pensais qu'en fait, les Français portaient tous des lunettes, que c'était cool de porter des lunettes, donc je vais avoir des lunettes. Finalement, je regrette toute ma vie, c'est vraiment... Moi, j'aimerais tellement ne plus porter des lunettes. Ouais, vraiment. Mais c'est vraiment, je pense que donc, je pense que honnêtement, quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais voulu être blanche, honnêtement, et c'est horrible de dire ça, vraiment. Je suis pareil. Mais t'as raison. Mais en étant plus jeune, je pense que je voulais. Et après, en grandissant, en arrivant en France, j'ai eu un choc. Même si j'étais jeune, parce que j'avais juste 8 ans, donc j'étais jeune, j'ai eu un choc avec les Noirs de France, qui était différent de ce que je connaissais. Et après, donc j'ai évolué dans tout ça. Et après, maintenant, finalement, en arrivant au Canada, en étant vraiment entourée de Noirs africains, parce que je trouve que c'est différent, vraiment. C'est pas la même chose. C'est pas le même type de noir, attention. Non, pas du tout. Et là, finalement, j'embrasse vraiment ma culture africaine en tant que telle. Genre vraiment. Et beaucoup plus africaine même. Oui, je suis. Et on l'assume très souvent, plus facilement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Exact, on l'assume facilement. Mais vous voyez, dans tout ce qu'on a dit, moi, il y a une chose qui me choque, c'est que oui, très jeune, on ne s'en rend pas compte. C'est en grandissant qu'on se rend parce qu'on découvre d'autres cultures, le voyage, etc., comme tu l'expliquais. Mais en même temps, il y a la connaissance aussi qui vient avec. À travers la connaissance, on se rend compte que, tiens, j'avais, par exemple, j'avais ce biais-là. Finalement, à travers la connaissance, le biais a été effacé. Et là, je me rends compte, mince, j'ai grandi avec ça. Pendant tout ce temps-là, j'étais ignorant. C'est grave. De deux, tu te rends compte en même temps, en grandissant avec la connaissance, que finalement, tu as été menti toute ta vie. Et c'est ça qui fait que, dans ce doute-là, tu es dégoûté. Dégoûté notamment à travers parce que n'oublions pas qu'une personnalité se construit avec l'environnement, les connaissances, etc. Donc, c'est sûr que tu remets en cause toute ta personnalité. Et moi, en tout cas, c'est le modèle que j'ai eu. Et d'ailleurs, il y a un livre de... comment il s'appelait je crois que c'est la... J'ai oublié le titre aussi. C'est qui l'auteur? Justement, c'est le nom de l'auteur qui a... ok. Mais je crois que c'est l'affaire de la cellule, je crois. J'ai oublié. Mais ça va me revenir. Et dans ce livre-là, c'est un jeune Africain qui quitte l'Afrique, qui a grandi dans une école coranique, qui arrive en Europe dans un système éducatif dans lequel tout est critiqué, tout est remis en cause, et qui vit un choc culturel. Et ça, personnellement, moi aussi, je l'ai vécu, dans lequel je me suis dit, mais mince, c'est pas possible. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai tel billet, j'ai telle situation, qu'est-ce qui ne va pas? En plus de ça, quand tu arrives, comme tu dis, tu arrives, tu es jeune, tu grandis sans arrière-pensée, sans filtre, etc. Mais c'est la première fois que tu es face au racisme que tu te rends compte, mince, je suis différent d'eux. Ou il y a quelque chose en moi qui fait la différence. Pour ceux qui sont arrivés en Europe, notamment, ou qui ont grandi, par exemple, en province. C'est ça que j'allais dire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que ceux qui ont grandi en Île-de-France. Parce qu'en Île-de-France, les gens, tu peux passer toute ta vie à grandir en Île-de-France, à rencontrer des gens qui sont comme toi. Mais quand tu as grandi dans le Puy-de-Dôme, ou quelque part là-bas dans le... Non, mais c'est vrai. Quelque part à Clermont-Ferrand, dans un bled bizarre. Tu vas vite te rendre compte que non, c'est pas la même chose. Maintenant, minorité. Donc, tout de suite, en fait, tu sais, tu dis ça, mais tu peux aussi grandir. Par exemple, moi, j'ai grandi en Île-de-France. Et j'ai mes petits frères qui ont grandi, qui étaient dans le privé. En Île-de-France, privé, ils étaient aussi les seuls noirs. Et ils disaient que tu sentais, en fait, cette minorité. Et tu sais, quand tu as dit le fait que ça te conditionne et que tu grandis avec, même le fait que tu disais d'être petit, vouloir être blanc, ben oui, en fait, parce que c'est avec ça que tu es entouré. Bien que tu as ta culture africaine, tout, mais tu vois le dehors, tu connais pas ton histoire spécialement. Donc tu vois l'histoire des autres, comme on dit, les vainqueurs sont là, ils s'imposent, ils sont partout. Ils montrent le monde de la réussite. Donc toi, tu es en mode genre,
s'ils réussissent parce qu'ils sont comme ça, bah, je veux être comme eux, en fait. Et c'est fou quand tu commences à grandir, que tu te rends compte que ben, on m'a berné. Que t'as pensé ça. Et qu'en fait, j'ai pensé ça. Et que je suis tout aussi bonne. Et qu'en fait, tu dois maintenant te rééquilibrer, quoi. C'est vraiment fou. Bah, ça en vient à ma prochaine question, parce qu'on a parlé d'éducation, d'école et tout. Est-ce que vous pensez que l'histoire noire est suffisamment enseignée? Bon, on est d'accord pour dire qu'en France, c'est suffisamment enseigné. Mais du coup, vous êtes allé à l'école ici, toi, oui. Mais juste université, donc. Juste université, bon. Est-ce que c'est suffisamment enseigné de façon générale dans les écoles? Je pourrais pas te dire. Moi non plus, je pourrais pas te répondre. Quelle école? Là encore, il faut se situer quelque part. Avant université. Les jeunes. Avant 17 ans. Si on dit dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux. Je dirais catégoriquement non. Ok. Certains pays commencent à introduire l'histoire des peuples parce que ils acceptent leurs semblables. Je te dirais probablement, et là encore ça a vérifié, probablement parce qu'ils ont, ils ont les meilleurs, comment on appelle ça, systèmes d'intégration, les pays scandinaves. Probablement. Mais lorsqu'on descend dans les pays d'Europe de l'Ouest, oublions ça. C'est pas du tout enseigné. Quasiment zéro. Là, j'en suis presque convaincu. Je mettrai ma main au feu parce que là, il parle de plus en plus d'inclusion, mais là encore, ça reste dans une catégorie claire et nette. On parle pas d'Afrique du tout. L'Afrique est complètement ignorée. La preuve, les Antillais, qui sont des Français de Français de souche depuis des siècles, parce qu'on oublie l'histoire de dire, oui, ils sont arrivés d'Afrique, certes, mais ça reste des Français. Départements français pour la plupart, ou régions aujourd'hui, on ne parle même pas des Antilles. Dans l'éducation nationale, on ne parle pas. Pourquoi ils vont parler d'Afrique? Cependant, ou quand tu es en Afrique, on parle beaucoup de la France. Mes parents ont grandi dans le système, on parlait de la Belgique. Mais ils ont appris la Belgique. Oui, j'allais dire en Europe et en Afrique aussi, parce que moi j'ai fait l'école en Afrique et vraiment même je posais des questions, je demandais à des amis qui sont à côté. Ils disent, bah, on nous parle de l'Afrique, mais en fait, ils survolent juste, ils parlent juste en surface. C'est-à-dire, on rentre pas dans la profondeur des choses. Ces gens-là, est-ce que c'est des gens qui ont fait l'école privée ou l'école publique? C'est une question. L'école publique. Okay, même l'école publique. Même public. Ouais. Okay. Après, l'école privée, c'est focus sur le système français. Voilà, c'est vraiment l'identique du système français. Donc, clairement, l'école privée, là, bon, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de différence entre la France et l'école privée en Côte d'Ivoire. Et même au public, franchement, on ne rentre pas en profondeur dans les programmes. Hein. C'est fou, hein. Parce que on va te parler vraiment parce que les programmes sont écrits, là encore, à travers l'UNICEF. L'UNICEF qui est une organisation des Nations Unies, qui est dirigée par des Occidentaux, notamment les vainqueurs encore. Ouais. Donc, tout est fait dans le but de pouvoir déraciner, notamment l'Africain de sa culture. Et aussi le but de le sortir de l'histoire. Vous savez, vous vous souvenez de l'histoire du discours de Sarkozy? Okay. Rafraîchis-nous. Les discours de Sarkozy en Afrique, notamment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au lendemain de quoi, je ne me rappelle plus, il fait un discours, il dit l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Mince alors. Il fait un discours comme ça, tous les intellectuels africains pètent un câble, ils font tous des réponses pour dire que l'Afrique a toujours été dans l'histoire et que c'est lui qui ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Oui, exactement. Heureusement qu'il y a eu quelques-uns qui se sont relevés, qui ont levé notamment leur voix, qui ont écrit des bouquins. Moi, j'en connais quelques-uns, notamment le professeur Théophile Obenga de Brazzaville, qui est un éminent panafricain, qui a écrit un bouquin là-dessus, accompagné d'autres professeurs africains. Ils ont écrit un livre que j'ai lu pour répondre à Sarkozy. Mais si Sarkozy se permet de dire ça dans une université africaine, c'est qu'il y a vraiment un véritable problème. Il y a un problème. Ça ne doit pas être autorisé. Parce qu'il faut quand même avoir le courage du culot. Bah oui, tu veux dire chez et de sortir des propos comme ça, toi. Tout à fait. Et parce que comme tu as dit, même nous en Afrique, bah c'est pas... en fait, tu es chez toi, mais on t'apprend même pas ton histoire en fait. C'est l'histoire de l'autre. Exact. L'histoire du vainqueur. C'est clair. C'est triste.
Ah là là, du coup, moi, en fait, le truc, c'est que là, le mois de l'histoire des Noirs, au début, j'étais là, j'avais un peu de mal. Mais là, je suis allée en plus en profondeur. J'ai dit, bon, même en Afrique, on n'a même pas ça. Mais on devrait aussi, parce qu'on nous apprend pas notre histoire. Donc, limite, j'aimerais même aussi qu'il y ait un mois de l'histoire des Noirs en Afrique, même si c'est en Afrique. Parce qu'on nous apprend pas assez l'histoire de nos ancêtres. Vraiment. Tout est focus sur le programme occidental. Tout est fait en sorte pour que, oui, voilà ce qui s'est passé. On nous survole juste le programme. Et là, ce mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis, moi, je trouve que c'est un très bon point. Après, je suis mitigée par rapport à ce truc-là parce que je trouve que ça doit être célébré tout au long de l'année et pas que juste consacré à un mois de l'année. En plus, quand par hasard, ça tombe sur le mois le plus court. Donc, mais aux États-Unis, notamment, j'ai appris tellement de choses pendant que je faisais cet épisode, mais vraiment, mais les figures afro-américaines, mais vraiment, ils ont participé vraiment à des inventions, mais de dingue. Mais toutes ces inventions, elles sont balayées, elles sont cachées, ou elles ont été même... Elles sont falsifiées souvent, parce que aujourd'hui, c'est comme quand on dit telle invention. Dans ma tête, aujourd'hui, je me dis, cette invention, obligatoirement, elle a été faite par un noir. Désolée si c'était fait par un asiatique, canadien. Pour moi, c'est un noir. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que telle chose, parce que c'était l'esclave qui l'avait fait, et puis le maître l'a volé. Il a pris et tout, parce que c'était son esclave, donc il s'est approprié son travail. Donc c'était très facile. Donc il y a des inventions, on te dit c'est telle personne qui a inventé. Mais non. Donc je trouve que les Afro-Américains, c'est très légitime. Vraiment de se dire, oui. Après, encore une fois, moi j'ai des critiques par rapport à ça, mais je trouve que c'est très bien de quand même dire que pendant ce mois-là, en plus, ils sont toujours des souhaits. Merci. Ils sont toujours marginalisés et que il y a toujours ce racisme systémique, tu vois. Ouais, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que déjà le fait que ce soit déjà juste un mois, donc ça veut dire on rassemble tout, on vous met le truc, mais même si c'était toute l'année, en fait, pour moi, c'est comme si c'était le monde plus les Noirs. C'est pas comme si en fait on faisait partie de la population. Ça veut dire que autant on va parler, moi je sais pas, de telle chose. En fait, que tu fasses partie du cadre en fait. Et moi c'est comme si, c'est pas qu'on quémandait, mais ça faisait vraiment ce côté où genre bon là on va vous écouter, là on va vous mettre à l'œuvre, alors que pas du tout en fait. Comme tu as dit, il y a des inventions, il y a des figures emblématiques. Pourquoi ces figures emblématiques? Pourquoi on parle tout le temps de Roosevelt qui est toujours là, qu'on pourrait pas parler par exemple de Senghor? T'as toujours l'impression que c'est toujours genre bon, inclusion, on vous rajoute. Alors qu'on fait partie du système. Ton point est valide, mais le problème, c'est oublier où est-ce qu'on est. C'est ça le truc en fait. Ton point est vraiment valide, mais malheureusement, on n'est pas chez nous dans le sens-là. Donc, ce sera toujours en ajout. Mais les Afro-Américains, ils sont chez eux. Encore une fois, ok, je vais pas parler d'eux. Oui, voilà. En griffe. C'est vrai. Eux, honnêtement, c'est un autre point. Et c'est vraiment parce que on pourrait le ramener aux Antillais pareil. Exact, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, les pays comme par exemple la France ou par exemple le Canada, par exemple, en l'occurrence, mais tu sais, même le fait de dire, il y a des gens qui vont dire oui, pourquoi vous quémandez, nanana, et le respect et tout. Pour moi, c'est arrivé à un moment donné où je suis plus là pour quémander. Et oui, c'est pas chez nous parce que c'est pas comme si on était là, mais en fait, c'est chez moi. Oui. Parce que je suis là, j'y suis née, j'y ai contribué. Tu sais, si jamais il y a des gens qui disent oui, je suis reconnaissant par exemple de l'Allemagne parce que ils m'ont donné les papiers, c'est là que j'étudie. Mais en fait, je suis pas venue gratuitement en fait. Mes parents ont travaillé, mes parents ont cotisé. C'est ça qu'il y a souvent cette blague qui dit rentrons tous chez nous pour pouvoir voir comment vous allez bien vous débrouiller. Tu sais, à un moment donné, je donne toujours cet exemple lorsque Obama est passé président la première fois, je crois que c'était en 2008. Oui. Et que en France, tout le monde célébrait, les gens étaient contents. Et tu as 3 journalistes qui disent c'est vraiment super bien ce qui se passe et tout. Malheureusement, la France, on n'est pas prêt pour ça. En 2008. Je suis un enfant, j'ai 12 ans, j'ai 10 ans. Je vois Barack Obama qui est noir, qui est président des États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Je suis une petite Française, un petit Français, et j'entends ça. Je me dis, mais ça veut dire que pour moi, c'est pas possible. Alors que j'y suis née, je suis là. Oui, ça pourrait être un débat de se dire c'est vrai qu'on n'est pas chez nous, on pourrait rentrer en Afrique et tout. Mais le truc c'est que aujourd'hui je suis là, mon mari est là, ma femme est là, mes enfants sont là, j'ai tout créé, on a cotisé, je suis autant chez moi, donc quelque chose qu'on me donne pas, je vais m'imposer en fait, tu vois. Exact. Et c'est ce que font les Américains aujourd'hui. Regardez, si on revient justement par rapport à la question que tu as posée initialement, de savoir
C'était quoi encore la question? Je te laisse pas. La première? La dernière, là, toute dernière. Si c'était assez enseigné dans les écoles. Exact. Ou plutôt si c'est la légitimité, tu parles de la légitimité tout à l'heure. Moi, il y a un truc que je comprends parfaitement, et puis là encore, on peut en discuter longtemps, c'est si on doit parler de légitimité, il y a, la légitimité, on va l'acquérir. En fait, il faut aller le chercher. C'est comme dans les entreprises, ou plutôt dans le monde professionnel, lorsqu'on devient légitime, c'est parce qu'on a une expérience derrière, parce qu'on vient imposer ses connaissances quelque part. C'est comme ça qu'on gagne de la légitimité. La légitimité, c'est pas quelque chose qu'on va te donner comme ça. Il va falloir que tu le prouves, en fait, quelque part. Que tu es crédible dans tes actions, dans ce que tu fais. Tu es aussi quelqu'un comment on appelle ça, sur qui on peut compter. De fiable, exactement. Il faut qu'on laisse aussi l'opportunité de prouver, de montrer ce que j'ai fait. Certainement. Mais on peut aller la chercher, cette opportunité, notamment dans les pays dans lesquels nous sommes, que ce soit aux États-Unis comme au Canada, on le voit. On donne les opportunités. Et c'est là où je dis les Américains, les Noirs américains particulièrement, ils sont allés chercher cette légitimité-là. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun président, on l'a vu dernièrement avec les dernières élections, il n'y a plus aucun président qui peut se dire je vais être élu si je ne tiens pas compte des Mexicains et des Noirs. C'est impossible. Il est obligé. T'inquiète pas, en France aussi. Oui, aussi, tu vois, de plus en plus, vont pas on commence à le voir. On commence à le voir, c'est-à-dire que ils ont compris qu'ils doivent compter sur ces minorités-là. D'ailleurs, même ici, là, au Canada, c'est-à-dire que dès l'instant où tu commences à avoir des politiques un peu qui mettent de côté les minorités visibles, tu perds automatiquement. Mais si tu les intègres, si tu acceptes de dire qu'on va mettre un peu plus d'accent sur les minorités visibles, ben, ta voix va porter. Donc, moi, je pense que la légitimité, on l'a, comme tu disais, on est dans ces pays-là. Moi, je me ramène toujours. C'est comme tu disais tout à l'heure, où on est. Je me ramène toujours là où on est. Parce qu'en Afrique, c'est une question qui ne se posera même pas. En réalité. On ne devrait même pas se poser la question. Ça devrait être acquis d'office. Et malheureusement, ça l'est pas. C'est justement, nous, avec les voix que nous portons à travers les podcasts, les réseaux sociaux, etc., il faut le dire. Probablement, les gens qui sont là-bas, qui pour la plupart ont étudié dans les pays occidentaux, vont avoir cette conscience-là. Et aussi la jeunesse africaine qui est montante aujourd'hui, on le voit à travers les mouvements panafricains, les mouvements, etc. Des jeunes, on voit de plus en plus des voix qui portent. Donc moi, je suis convaincu que cette légitimité-là, on l'aura un jour ou un autre. Mais ici, dans les pays où nous sommes, il va falloir que nous allons l'imposer. Nous imposons par travers notamment des mouvements comme ça, des rencontres comme ça, des moments d'échange intellectuel, parce que souvent, on a tendance à ramener l'Africain toujours à la bagarre ou à la voie des disputes. Vous voyez, les gens ont tendance à dire, la division exacte. Là où il y a les Africains, ça fait toujours du bruit, ils s'engueulent tout le temps. Mais dès l'instant où on commence à s'asseoir sur une table, comme on dit, s'asseoir à l'arbre à palabre, consciemment avec des voix de sages, on va être en mesure de montrer notre figure. Et c'est là où, justement, je suis conscient que ici, on est capable d'être une force, comment on dit ça, avec un pouvoir d'agir, je veux dire. Une force qui va changer les choses. Mais pour ça, il va falloir qu'on se remette en cause chacun d'entre nous. Il y a une chose que je vois actuellement, qui se fait aux États-Unis même, hein, les Noirs africains, c'est quelque chose que même moi, ça m'a choqué. Quand je suis allé aux États-Unis pour la première fois, je pouvais reconnaître un Noir africain d'un Noir américain. C'est un truc de fou. Hein. J'ai comme l'impression que les Noirs américains avaient des stigmates de l'esclavage sur eux. Oui. Wow. Dans le parler, dans le body language, dans la façon de faire, tu sens qu'il y a un poids sur eux, ces gens-là. Et au fur et à mesure, même eux, ils ont compris que comment il s'appelle le monsieur là oh mon Dieu, il y en a plein. Il y a comment il s'appelle l'acteur Morgan Freeman ou même l'autre Samuel L. Jackson qui a eu la nationalité gabonaise. Il y en a plein. De plus en plus, ils ont commencé à amener ce mouvement-là et eux-mêmes, les Américains, font des comebacks vers des pays. Je suis un monsieur, un ancien militaire américain qui est un soldat qui a combattu pour l'Irak. Bref, il a pris sa retraite après être rentré de la guerre. Il a accumulé un peu d'argent et il est rentré où? Au Ghana.
Il est rentré au Ghana, il a acheté des terres et c'est là-bas qu'il exploite. Il est le premier dans sa chaîne à dire aux Américains, venez en Afrique, vous allez on va changer les choses. Donc de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent, peut-être de façon individuelle, mais je pense que on est capable d'aller chercher cette, comment on appelle ça, cette légitimité-là. Et pareil ici au Canada, avec l'intégration qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu le disais à juste titre, si demain, les Africains disent on arrête de travailler, c'est tout le Québec qui tombe. Moi, je vous dis, c'est vrai. On l'a vu là pendant la Covid, ceux qui étaient en premier rang, c'est tout ce qui travaille, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les aînés, etc. On a vu comment l'implication des immigrants, je dis bien immigrants, et là j'enlève le fait que ça soit africain ou quoi que d'autre, dès l'instant on était tagué immigrants, leur implication, comment ça a été une force. Mais il faut déjà premièrement qu'on le comprenne aussi. Donc pour toi, un peu ce que tu disais, c'est ça, c'est que donc finalement le mois de l'histoire des Noirs est importante, finalement. Elle est très importante. Comme tu dis, ça permet de donner de la voix. Mais elle a dit, c'est important, mais en même temps, il ne faut pas qu'on ait l'impression que ça soit juste un mois. Oui. Et d'ailleurs, on le dit souvent, là où je travaille, les personnes qui sont en avant ou qui mènent souvent ce mouvement-là, ils ont tendance, à chaque rencontre qu'on fait, souvent, c'est de dire, faut pas que ça s'arrête là. Faut pas que ça soit juste un élan qui s'arrête au mois de février. Il faut que ça perdure chaque année. Il faut qu'on mette des actions à chaque année pour porter la voix. En fait, c'est pour ça aussi qu'il est critiqué, c'est que les gens, ils disent, limite, les gens font semblant. Parce que c'est le mois de l'histoire des Noirs, on va faire des initiatives, mais qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année, il se passe rien. Il se passe rien, en fait. Tu sais, quand il y a eu tout ce qui est Black Lives Matter, justement, c'était quoi, 2020 à peu près? Ouais, 2020-2021, oui. Right? Et c'est ça, à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'initiatives. Tu sais, c'est comme à tous les niveaux, mais même par exemple au niveau des banques. Les banques finançaient des gens comme toi qui veulent se lancer, par exemple, right? Des entrepreneurs noirs, etc. Il y avait vraiment beaucoup d'initiatives à tous les niveaux, même au niveau des banques, des financements, des choses comme ça. Et tu sais, je me dis, est-ce que c'est encore le cas actuellement, par exemple? Tu sais, est-ce qu'on met en avant encore ces personnes-là, des minorités visibles, tu vois? Donc en fait, oui, là, on parle d'un mois de février. À l'époque, on parlait de ce qui s'est passé en 2020-2021. Tu sais, c'est comme, est-ce que ça perdure ça dans le temps? Je veux dire, même le terme minorité visible me dérange. Mais moi aussi, merci. Ça me dérange parce que c'est comme si en fait on était dans un monde de blancs et à vous. Ah, il y a. Non, mais c'est vrai. Mais non. On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit. Il faut toujours revenir, premièrement, dans un contexte géographique, historique. Et ça, il faut vraiment voir les choses comme ça. Exact. On est chez eux. N'oublions jamais ça. C'est ça que je comprends, exact. Mais à un moment donné, on est chez eux jusqu'à quand? Parce que si jamais on est vraiment chez eux, jusqu'à quel moment on va dire aux autochtones, les autochtones vont se lever pour dire vous êtes tous chez moi en fait. Et en fait, ton point est valide. C'est ça? Ouais, je sais pas. J'ai pas de réponse à ça. Ton point est valide. Mais je comprends ce que tu veux dire. Donc c'est vrai que c'est quand ça se lit. Ouais, c'est vrai. Il dit, même moi en entreprise, un jour, j'ai assisté à une réunion. Il parlait un peu de l'intégration, un peu de tout ça. Il disait, les minorités, il y avait même une personne qui a dit, ah oui, ces gens-là, il y a même un parcours spécial pour les minorités visibles. C'est gênant quand même. C'est un peu gênant. Hein. C'est vrai. Je suis là, j'écoute la réunion, je me dis, mais c'est qui en fait c'est qui ces gens-là? C'est moi. Ok, d'accord, c'est moi, mais pourquoi on a un parcours spécial? Ça veut dire, moi je suis une minorité visible, donc j'ai pas le droit de passer par le parcours lambda que tout le monde utilise. Mais tu vois, il y a une différence par rapport à la France, c'est qu'ici, il y a quand même des discriminations positives par rapport aux Noirs, qui est beaucoup plus présente. Ouais, mais je suis d'accord, mais ça reste quand même ce côté où c'est comme si on joue. C'est comme si, par exemple, tu étais acteur à la télé, et on se dit, ah ben, il faut plus d'inclusivité, vous deux, je vous prends. Alors que la majorité, c'est tous des blancs qu'on va prendre, même s'ils ne sont pas spécialement talentueux, mais il en faut deux, donc... et c'est moi, c'est ça qui me dérange. Après, je comprends quand tu dis... On revient à la genèse, où sommes-nous? Mais on est chez eux jusqu'à quand? Mais revenons sur le principe Est-ce qu'il y a une fin? Mais, attends, c'est un bon point, mais on va revenir. Revenons simplement sur le principe de discrimination positive. C'est quoi la discrimination positive? Tel que moi, je comprends. Et je pense que pour l'avoir entendu et comment ça s'appliquait, surtout, d'ailleurs, je pense que c'est de là que c'est parti aussi, d'Afrique du Sud, et aux États-Unis un peu. Aux États-Unis, je ne sais pas trop le contexte, mais l'Afrique du Sud, je le connais très bien parce que j'ai des amis, des frères, des neveux qui ont été là-bas, qui ont travaillé là-bas et qui ont vécu, qui ont été à l'école. Et tel qu'ils me l'ont expliqué, et d'un point de vue canadien également, quand je le vois,
c'est pas très différencié. À compétence égale, on va prioriser le noir. Vraiment, prioriser. Ça veut pas dire que il est simple parce qu'il est en minorité et que non, c'est parce qu'on estime que déjà à la base, on les discrimine déjà. Donc par défaut, on dit pour éviter la discrimination qui est déjà là, on va essayer d'appliquer un patron qui dit ben on va à compétence égale, on va prioriser le noir. Et ça, moi je trouve que oui, ça peut mettre mal à l'aise, mais c'est quand même génial. Surtout d'où on vient. Moi, je me souviens, quand je suis sorti de l'université, je ne sais pas à qui je vous disais, j'ai fait l'université de Saint-Denis, là, dans le 9-3. Je vois très bien, c'est un peu stylé. Non, mais c'est fort. Cette université-là était considérée comme étant une des pires universités de l'Île-de-France. Et c'était surtout quand en plus, tu n'as pas souvent des papiers et trucs comme ça. C'est là-bas que tu allais. Là-bas, on voyait tout type de personnages. Tout type de personnages. Bon, moi, j'ai fait l'UIT. Après l'UIT, j'ai fait un IEP. Donc, ce qui fait que j'étais pas forcément dans un système universitaire. Ouais. Mais c'était plus, genre, aujourd'hui, c'est devenu un peu comme des écoles. Mais quand je regarde ça, quand j'observais les gens qui étaient à l'université, bon, je vais m'arrêter là. Tu comprends? Et quand tu habites dans le 9-3 et que tu mets ton adresse dans le CV, t'envoies une 90 CV et que finalement t'es pas appelé une seule fois ou même une réponse t'est donnée, jusqu'aujourd'hui j'entends encore des histoires comme ça. Bien sûr. C'est encore choquant. Je partais donc, j'ai accepté l'offre en juin, en septembre j'étais au Canada. Ok. À l'époque c'était rapide, hein? Ouais. Maintenant c'est long. Non. Très long. Non, maintenant tu viens plus. Oui, maintenant tu viens plus. On ne veut même plus même. On réduit. C'est bon, on vous a assez accueillis. Doucement. Non, ok. Non, franchement, c'est super intéressant. Oui. J'aime bien le petit partage là qu'on a fait. Donc, franchement, là, j'ai une dernière question parce qu'on a exploré toutes les questions que je voulais poser. On a répondu sans que je les pose, donc c'est bien, ça s'est fait de façon fluide. Selon vous, quelles actions, nous, à nos niveaux, même au niveau des gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que cette histoire du mois des Noirs là, ça soit fait en fait tout le long de l'année et pas que juste consacré à un seul mois, quoi, l'année. Moi, par exemple, je peux commencer si vous voulez. Moi, par exemple, au début, quand je suis arrivée, j'ai commencé à entendre ce terme-là. Je me suis dit, ah ok, d'accord, j'ai hâte de voir et tout. Ça fait que 2 ans que je suis ici. Hein. Ah, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, ce qu'on va mettre en place, que ce soit en entreprise ou même dans la vie quotidienne et tout. Ok, c'est la première fois que je suis en Amérique du Nord. Je vais vivre le mois de l'histoire des Noirs, quoi. Sauf que, bon, c'est arrivé. Jusqu'à ce que le mois passe, j'ai rien vu de concret, en fait. Peut-être que j'étais pas informée, j'étais pas au bon endroit, j'avais pas accès à l'information, voilà. Mais, ok, j'ai rien vu de concret. Même au niveau des entreprises, je pensais qu'on allait avoir des formations sur, comme ils aiment bien le dire ici, les minorités visibles. Des formations pour apprendre comment, enfin, l'histoire, même l'histoire du Canada, tu vois. Parce qu'il y a aussi les autochtones, les Premières Nations. Donc, je pensais qu'on allait avoir des trucs sur ces genres de sujets, quoi. Mais non, rien du tout. On a juste des images en entreprise des employés noirs qui défilent toute la journée sur l'écran. Je vous promets. Il y a pas quelqu'un qui vient faire un discours pour parler de son expérience, quand même? Bah, moi, j'avais pas vu de discours. Encore une fois, comme je vous dis, c'est mon expérience personnelle. Peut-être que j'avais pas accès à l'information, je tiens à le préciser. J'avais peut-être pas accès à l'information, donc bon. Mais il y avait déjà le collègue qui défilait, déjà c'est pas mal. Le collègue, c'est déjà bien, tu vois. Le collègue qui défile, je dis ah ok d'accord, intéressant. Mais là cette année, Joanna nous a envoyé des conférences et on a appris qu'il y avait des conférences qui étaient faites sur l'histoire, un peu de tout, si on voulait se cultiver sur certaines choses. Donc effectivement, il faut aller chercher l'information. Il faut vraiment aller la chercher, quoi. Et moi, j'aurais aimé que ce soit plus accessible, on va dire. Qu'on soit plus au courant et même l'histoire, là, ça commence déjà par nous. Il ne faut pas qu'on essaie de montrer, oui, les Blancs aussi doivent s'instruire. Non. C'est nous d'abord. Ça passe d'abord par nous, en fait, avant les autres. Même par rapport à, comme tu parles là, de la communication en général, bon, ça fait... Je pense 2-3 mois maintenant que je suis sur TikTok, guys. Donc, parce qu'il paraît que l'information est là-bas de nos jours. Bref, sans commentaire. Mais, je veux dire, même quand je défile sur les réseaux,
je vois pas forcément de la communication au niveau du mois des Noirs au Canada. Je parle vraiment Canada, Montréal en tant que tel. Après, tu sais, quand j'arrive au Canada, j'ai toujours vécu en ville. Là, je vis beaucoup plus loin qu'en ville, pas de problème. Même quand je vivais en ville en tant que tel, mais ça remonte à, bon, il y a longtemps, je trouve qu'il n'y avait pas forcément de la communication qui était faite à ce niveau-là, par rapport justement à ce mois de Noir en tant que tel. Et puis, il y avait des événements que je voyais parfois, certaines affiches, mais pas tant que ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de communication sur, c'était la Nuit Blanche, par exemple, en gros, que sur ça, par exemple. Je suis totalement d'accord. Donc, c'est vrai que, I guess que, tu sais, on ne partage pas peut-être autant l'information n'est pas partagée, donc on n'est peut-être pas autant au courant. Encore une fois, c'est la représentation aussi, ce qui est montré aussi à la télé. C'est le droit d'une certaine norme, mais comment c'est montré, comment c'est représenté aux gens. Est-ce qu'on en parle? Le truc, c'est qu'il faut la télé, mais il faut également les réseaux. Oui, dans le sens maintenant les gens vont s'informer aussi sur les réseaux. Exactement, parce que quand j'ai pris la peine aussi de faire des recherches avant le podcast, finalement, j'ai vu qu'il y avait Radio-Canada, des choses comme ça, qui parlaient du mois de Noir. Donc, je me dis, au niveau des informations en tant que telles, ils vont en parler, peut-être pas autant, mais ils vont en parler. Mais après, je me demande, c'est vraiment au niveau des réseaux, au niveau des jeunes, est-ce que l'information est partagée vraiment en tant que telle? Je parle même pas au niveau organisationnel, parce que ça, c'est encore autre chose. En tant que tel. Les grosses le font beaucoup plus, je pense quand même que les petites, comme on disait au début. Mais, tu sais, c'est comme, si je prends la peine de réfléchir par rapport à moi, mon organisation, par exemple, où, tu sais, on est une PME, on n'est pas tant d'employés que ça, etc. Et, tu sais, les Noirs, je pense qu'il y en a peut-être quoi? Peut-être moins de 5? Peut-être moins de 5. On est combien d'employés? Oh, God. Ok, peut-être, si je mens, entre guillemets, on est peut-être 1000, à peu près. Sur 1000 employés? 1000 employés? Ouais. 5 Noirs. Et après, j'enlève, parce que je travaille dans l'industrie, vraiment, donc il y a tout le côté... industriels, donc les gens qui sont dans les entrepôts. Donc là, il doit en avoir quand même beaucoup plus. Moi, je suis dans les bureaux en tant que tel. Au niveau des bureaux, bon, on est moins que 1000 parce que les bureaux, c'est toujours plus petit. Là, mais ça commence à être rationnel. Voilà, exactement. Oui, parce qu'au niveau de l'entrepôt, il doit en avoir... Non, oui. On va pas se mentir, c'est ça que ça. Hein. Mais au niveau des bureaux, oui, je pense que j'en ai vu... officiellement, j'en ai vu 3. Moi, ma collègue et puis une autre. 3 officiellement. Donc, il y en a peut-être 2 que je pense qu'il peut traîner que j'ai pas vu parce que je suis de la maison 100%. Mais... tu sais, c'est comme je me dis, moi, toute seule comme ça, à 3, tu sais, c'est comme comment on met ça en place. Parce que oui, je sais que, tu sais, ils mettent, et surtout mon boss, je veux dire, il a fait une bonne job d'inclusion en tant que tel en général, tu vois, en gros, mais je me dis, comment même les ressources humaines en général mettent ça en avant, mettent des actions pour 3. Ouais. Bon, 3 entre guillemets, parce que j'oublie pas les autres, mais tu sais. Mais c'est vrai que les gens, après, ils sont pas familiarisés avec ça. Donc, il y a quand même, en tout cas au Canada, j'ai remarqué, à Montréal, au Québec, il y a quand même une volonté, une envie de mettre en place ces genres de choses-là, de plus montrer, comme ils appellent ici les minorités visibles, de plus faire des actions. Parfois, peut-être, dans les termes, c'est dit de façon maladroite, mais il y a quand même cette volonté de bien faire les choses, de montrer, d'intégrer tout le monde. Donc ça, c'est vraiment ça, encore une fois, que je respecte, que j'apprécie énormément. Moi, en fait, je veux l'aborder un peu de façon autre. Parce que je pars du principe, et d'ailleurs, tu as fait allusion à ça, c'est l'histoire du pouvoir d'agir. C'est-à-dire que ce mot-là, on entend beaucoup ça en entreprise également. Oui. Le pouvoir d'agir, mais c'est quelque chose qui devrait s'appliquer dans la vie quotidienne. Pas seulement les entreprises. Parce que les entreprises, également, ils prennent des choses qui sont notamment plébiscitées par des experts en communication ou en je ne sais pas quoi, et ils le mettent un peu dans la sauce au niveau des entreprises pour que leurs employés abordent des bons comportements. Moi, je dis, tant et pourtant, et d'ailleurs, on est acteur de notre situation. Tu l'as dit, hein, c'est vraiment, j'aborde dans ce sens-là. On est acteur de notre situation, tant et pourtant, nous-mêmes, nous ne mettons pas les actions en place. Exactement. Il n'y a personne qui viendra le faire pour nous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça part aussi de l'éducation. On a beaucoup parlé d'éducation au début. Moi, je connais, par exemple, récemment, ici, là, au Canada, j'ai travaillé ou j'ai fait une exposition un peu sur les dangers notamment des réseaux sociaux par rapport à la cybersécurité, etc. Dans une association qui s'appelle la CICA, qui se trouve à Toronto, mais c'est la communauté francophone de Toronto. Et ils essaient, à travers des histoires, à travers des livres, à travers notamment la culture africaine ou métissée simplement, ils essaient d'éduquer les enfants. Donc, cette petite association-là qui fait un excellent travail a compris que tout commence par l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut changer le mindset
de nos enfants, leur parler de nos histoires, de notre histoire, de notre culture, pour leur aider à être des acteurs de leur propre histoire. J'ai suivi un film nigérian. De plus en plus, je suis très abonné aux films nigérians, Nollywood. Ouais, en retard. Ouais, je suis un peu en retard, pauvre de moi. Mais j'ai découvert un film, c'est l'histoire d'une dame qui est très connue, qui avait fait face notamment au roi de son village, parce que les femmes étaient taxées, notamment dans leur truc. C'est une histoire vraie qui est basée sur une histoire vraie. Cette dame-là, elle a lutté fort jusqu'à prendre comme sa position face au roi. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Parce que son père lui disait à chaque fois qu'il sortait, son père c'était un esclavage, plutôt un jeune esclave qui s'était libéré de l'esclavage, qui était rentré au Nigeria et qui avait fait des études en Angleterre, qui lui avait dit faut jamais abandonner tes rêves. Okay. Et elle, cette parole-là, elle lui est restée gravée dans sa mémoire de telle sorte qu'elle a fait des études dans une école d'hommes, déjà, parce qu'il n'y avait pas d'école de collège, parce que les femmes, quand elles arrivaient après leur brevet primaire, ne pouvaient pas aller au collège. Donc elle s'est battue, son père s'est battu pour qu'elle aille au collège. Après, elle a été en Angleterre faire l'université, elle est sortie de là, elle est devenue enseignante, proviseure, etc. Mais quelque part, le combat qu'elle a mené, ça a changé les choses. Et je pense que nous ici, pour revenir à la question, nous ici, ce qu'on doit faire, c'est vraiment faire une sensibilisation auprès de nos frères et sœurs noirs sur notre propre histoire. On a un peu dit, faut revenir à la racine, faut essayer de comprendre d'où on vient, de ce que nous sommes réellement. Et c'est comme ça, par exemple, tel que tu disais, comment on peut être en mesure. On est 3 dans l'entreprise, mais parfois, il suffit de 2 personnes. En réalité, juste une locomotive conduit un train. Donc, parfois, ta voix à toi peut porter parce que tu dis, ton boss, par exemple, est très emporté des affaires d'inclusion. Il faut faire du pushing. Il faut lui dire comment on peut faire en sorte que qu'il y ait de plus en plus des gérants ou des dirigeants dans l'entreprise qui soient notamment issus de la communauté ou de la minorité visible. Rien que ça peut faire réfléchir. Moi, c'est quelque chose que j'ai amené auprès de mon boss qui m'a dit, Destin, écoute, n'hésite pas. Mais en même temps, je continue à le faire. C'est un travail de longue haleine, certainement. Peut-être que ça ne serait pas moi, ça pourrait être une autre personne. Mais dès l'instant, il y en a 1, 2, 3 qui commencent chez vous. Beaucoup plus ouvert ici. Moi aussi, je le remarque. Il faut vraiment en parler de plus en plus. Et j'ai compris aussi que si personne ne le fait, si c'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera. Il y a des gens, moi j'ai vu notamment d'autres communautés, on en parle souvent, non? Les communautés asiatiques aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est honorable, honorable. D'ailleurs, il y a un truc qui me choquait là récemment, je regardais les articles, tous les CIO, les CIO notamment des GAFA, des grandes entreprises, c'est des Indiens. On a tendance à oublier ça, le CIO de Microsoft, le CIO de, comment on appelle ça, de Google, beaucoup d'entreprises comme ça, c'est des Indiens, c'est des gens qui sont dans le high-tech, qui ont compris, et ce sont minorités visibles dans leur pays, mais qui ont réussi à braver notamment le plafond de verre qu'il y avait, par leur connaissance, et certainement il y a eu un combat d'ailleurs que d'autres ont mené. Moi je pense qu'il faut qu'on le fasse, et aussi en grandissant, je pense qu'à travers les connaissances que nous avons aujourd'hui, ou les constats que nous faisons aujourd'hui, en le transmettant à nos enfants, je pense qu'eux, en grandissant, ça va simplement les ouvrir les yeux. Exactement. Ouais. Ok. En tout cas, très intéressant, j'aime beaucoup. On va terminer avec un petit jeu. J'ai préparé un jeu, on a un peu dépassé, mais c'est pas grave. C'est comme ça, quand la discussion un peu... C'est un jeu qui s'appelle Qui suis-je? Il y a un prix à gagner à la clé. Moi, j'étais pas très bon en question pour un champion. Vous inquiétez pas, mon score n'était pas terrible. Je vais vous dire tout de suite. J'ai eu peut-être 2 ou 3 sur 5. Parce qu'il y a 5 questions. Il y a 6 questions. Ok. Donc, qui suis-je? Attendez, que je commence bien. Est-ce que c'est le début, ça? Ok, c'est bon. Donc, je suis née esclave. J'ai échappé à ma condition d'esclave à l'âge de 20 ans. Ensuite, je suis devenue un orateur influent, un écrivain et une figure emblématique des droits civiques. Frédéric Greenwood. Non? Afro-américain. On dit son anniversaire faisait partie de... Mais oui, c'est lui. Comment il s'appelle? On a cité son nom tout à l'heure. Oui, on a cité son nom. Parce que ça fait partie du mois de février. Le mois de février. Ok, donc
Donc c'est... Comment il s'appelle? En tout cas, le prénom, c'est bon. C'est Frédéric, c'est ça. Non, c'est... Attends. Non, C'est c'est pas le nom lui. qui m'échappe. Non. C'est un D. Ouais, je sais. Bon, c'est ça. Frédéric Douglas. Douglas, merci. Ouais, exact. Douglas. Ok. Frédéric Je Douglas. me dis, mais quand t'as dit c'est non, je me suis dit c'est pas ça. Moi, j'ai dit Greenwood, mais en fait, c'est Douglas. Douglas. C'est ça, exact. Ok, bon, on te donne le point quand même parce que tu l'avais. Deuxième, qui suis-je? Donc, 16e président des États-Unis, j'ai proclamé l'abolition de l'esclavage. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Bien joué, j'aime beaucoup. Ok, vous tous vous avez Au moins un. 2 points et 1-1. Ok. Ouais, au moins. J'ai été la première femme à avoir refusé de céder ma place à un blanc dans un bus. Rosa Parks. Rosa Parks. Non. Oh Tu l'as dit la dernière fois. Je l'ai dit. Priscilla, on C'est pas s'attend. Rosa Parks alors? C'est pas Rosa Priscilla, Parks. tu étais là. Tu es Bien censée sûr. savoir. Oh, punaise, ça. Celle-là. 16 ans, elle a 16 ans, elle était enceinte. Qui est C'est pas Rosa Parks, je sais. Oh, purée. Ok. Comme quoi, c'est là. C'est. Bon, je vais le dire. Elle allait à l'université, cette femme-là, je me rappelle. C'est Mais son nom- Claudette Colvin. Ok, Voilà, c'était la première femme avant Rosa Parks, 9 Ok. mois avant Rosa Parks, ok. qui avait cédé sa place. Mais Oui, je savais c'était qui, donc Elle- tu me donnais mon point. Elle fait partie des figures oubliées un peu, parce que bon, à l'époque, elle avait 15 ans et apparemment, elle n'avait pas la bonne couleur de peau. On en avait parlé dans un épisode sur le colorisme, c'est pour ça que je faisais allusion à Priscilla. On va dire, bon, je donne quand même le point. J'ai tout dit de sa vie, hein. Ouais. J'ai juste dit pas son nom. Ok. C'est ça qu'on cherche. 2, 2, 1. Ok. Je suis un écrivain sénégalais. Léopold Senghor. Non. Connu pour mes recherches sur les civilisations africaines. On t'a dit. Diop. On t'a dit... On t'a dit. Ouh, Oui, c'est bien ça, joué. Au moins, c'est lui qu'on connaît. Ouais. Ok, bien. Vous avez 3, On 3, t'a 2. Je suis un révolutionnaire et président qui a rebaptisé son pays le pays des hommes intègres. Oh, je sais. Burkina? Qui Non, non, suis-je, la c'est- figure, le révolutionnaire? Comment ça s'appelle? C'est pas Compaoré, c'est. Allez, Oh vous l'avez. Non, mais oui, mais c'est le nom que... Oh, c'est. Blaise Compaoré. Non, c'est pas Blaise Compaoré. Non, C'est Blaise, son- c'est ça. C'est. Ouais, je vois. Oh, purée, avec son béret. Oui, Voilà. Burkina, en tout cas. Burkina, en tout cas. Burkina. Donc, Oui, c'est Oui, je le l'ai. pays des hommes intègres, c'est oui. Burkina, oui. Comment il s'appelle? Ah, le nom me... Comment ça s'appelle Thomas. Thomas Sankara. Sankara. Thomas Sankara. Sankara. Oui, Ok. Vous n'avez pas le point, mais c'est bien, j'aime bien l'enthousiasme. Purée, je vais tout sa Ouais, tête, mais je moi vois plus son nom. Exact. Ok. Avant-dernier, je suis une reine d'Afrique de l'Ouest qui, selon la légende, a sacrifié son fils pour permettre à son peuple de traverser un fleuve et fonder, s'installer en Côte d'Ivoire. Ah mince, ça ça Est-ce me que. dit rien. Oh. C'est une reine. Partie de l'une des histoires qu'on raconte en Côte d'Ivoire. Ben là, il y a que La c'est reine, discriminatoire, ça. Non. La reine Pokou. Ah non. Ok. Ça me dit quelque chose. Ça dit quelque Moi, chose. j'ai pas Je appris. vous laisse aller vous informer, vous Ouais. aussi informez-vous. Reine vous allez. Pokou, hein, c'est ça? Reine Pokou. Reine Pokou. P-O-K-O-U. Ok. Donc voilà. Et dernière question. Je suis un médecin congolais surnommé l'homme qui répare les femmes. Mukwege. Mukwege. Oh, tu n'as pas laissé finir. Bravo. Bravo, T'as guys. dit médecin congolais, mais c'est Voilà. c'est la Ok, base. Prix Nobel de la paix en 2018. 2018. Ok. Oui, Ouais, c'est vrai. Ok. J'ai bien aimé. Qui a gagné du coup? c'est moi. Certainement elle. Ah non, oui, parce que c'est elle, oui, c'est elle qui a trouvé le médecin à la fin. T'as un paquet de chips à la banane. Je te donne ça. Salé Salé. Ah J'aime ça. En tout cas, merci beaucoup, guys, pour le petit échange là. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup. Merci, Priscilla, merci, Destin, Merci à chacun, en tout cas. Fabi. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Si vous aviez un petit conseil à donner pour la fin, On adore. laissez. Oui, on adore que Dieu. Pardon, on adore que Dieu. Exact. Si vous avez un petit conseil à donner pour la fin, en tout cas, le sujet principal, c'était le mois de l'histoire des Noirs, mais c'était surtout l'histoire des Noirs de façon générale. Moi, le point que je retiens, c'est que on doit continuer à s'instruire, à apprendre à se connaître, à apprendre à connaître d'où l'on vient, où est-ce qu'on va, parce que ça va nous permettre de savoir aussi où est-ce qu'on va, tu vois. Exact. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où aller. C'est ça. Donc, mis à part le fait que ce soit le mois de l'histoire des Noirs, en fait, ça va plus loin que ça. Ouais, Senghor l'a fait. Hein. Césaire Bien l'a sûr. fait. Ils étaient quasiment les seuls au Parlement en français. Ils ont parlé de la négritude et leur voix jusqu'à aujourd'hui continue. Continuer à porter. Exactement. En tout cas, pour toutes ces figures emblématiques qui ont quand même fait
avancer l'histoire de l'Afrique, que ce soit au niveau afro-américain, africaine. En tout cas, sache que même un petit groupe, nous, on est 4 là. Notre voix, on espère la porter aussi. Exactement. On espère aussi vous avoir appris certaines choses. En tout cas, on continue. N'hésitez pas à commenter, à partager aussi vos réflexions sur le sujet qu'on vient de voir. Et restez connectés. Il y aura d'autres sujets qui arrivent. Et merci encore de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. À bientôt dans le prochain épisode. Bye.